Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tous Frères. Notre émission est consacrée à la religion musulmane avec le verbe façonner une œuvre d'art. Y a-t-il des règles en matière d'art islamique? Quel message est véhiculé par les artistes à travers leurs œuvres? D'ailleurs, Al-Mousawir, le façonneur en arabe, est l'un des 99 noms de Dieu dans l'islam. Direction Mayotte, rencontre avec un homme qui a de l'or entre les doigts. Mohammadi façonne des œuvres d'art à partir de matériaux naturels et lorsqu'il commence à créer, il allume aussi de l'encens et de l'ambre pour se mettre en présence de ceux qui l'ont précédé. Nous irons ensuite à La Réunion partager la passion d'Idriss. Depuis son enfance, il a toujours aimé le dessin et la peinture. Il peint des tableaux abstraits pour permettre à celui qui le regarde d'explorer son intériorité. Dans la chronique cette semaine, lumière sur les artisans dans la Bible, notamment avec Saint Joseph le Charpentier, père adoptif de Jésus. Façonné comme lors de la construction du Taj Mahal, un joyau de l'art indo-islamique que Luciano vous raconte. Façonné, comme l'a souhaité l'empereur moghol Shah Jahan. Remontons le fil du temps et allons à la découverte de 3 moments clés liés à la construction d'un joyau de l'art indo-islamique, le Taj Mahal. Le 17 juin 1631 est une sombre date pour Shah Jahan, le 5e empereur de la dynastie des Moghols. Mumtaz Mahal, son épouse tant aimée, vient d'accoucher de leur 14e enfant. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Il y a de graves complications. À cette nouvelle, l'empereur se précipite à son chevet. Il lui fait une promesse avant qu'elle ne meure. Il va ériger un monument à l'image de l'amour immense qui les a façonnés tous les deux pendant près de 20 ans. L'année suivante, l'empereur convoque plusieurs architectes. Son souhait est clair. Il veut que sa femme repose dans un lieu parfait, qui serait le reflet sur terre du paradis céleste. Mais comment façonner un tel chef-d'œuvre de perfection? Sans plus tarder, les architectes dessinent des plans et convoquent des milliers d'hommes pour débuter la construction dans la ville d'Agra, sur la rive droite de la rivière Yamuna, un affluent du Gange, le fleuve sacré. Après 20 ans de travaux, c'est en 1652 qu'est terminé le Taj Mahal. Admirez la symétrie de ce lieu. C'est la démonstration de la perfection de Dieu. Laissez-vous illuminer par ce marbre blanc. C'est le symbole de la pureté et de la beauté. Scrutez les façades. Elles sont incrustées de pierres précieuses et reflètent la lumière du soleil et de la lune. Observez son grand dôme majestueux qui pointe vers l'unité divine au-delà de la multiplicité. Il est surmonté d'un kalash, symbole hindouiste, et d'un croissant de lune, symbole islamique. Enfin, contemplez ces 4 minarets qui, tels des phares guidant le peuple, s'élèvent au-dessus de jardins soigneusement aménagés. Une vision du paradis. Ainsi, ce célèbre mausolée, façonné par les mains de plus de 20 000 artisans, est non seulement une merveille architecturale, mais aussi et surtout un profond hommage à l'amour éternel. Un amour si grand qu'on en parle encore aujourd'hui. Bon, ce n'est pas l'une des 28 merveilles du monde, mais quand même, bonjour Aurélie. Bonjour Muriel. Alors, aujourd'hui Aurélie, nous allons direction Mayotte, dans 2 endroits, à Coconi et à Iloni. Avant le passage du cyclone Chido, nous avons pu rencontrer des gardiens de l'art qui ont façonné donc des œuvres. Exactement. Regardez, celui qu'on a rencontré, c'est Conflit. C'est un personnage haut en couleur et l'un des sculpteurs les plus connus de Mayotte. Et ces arts font-ils partie de l'histoire mahoraise ? Oui, tout à fait. Alors, les premières fouilles archéologiques à Mayotte, dans les années 70, ont permis de trouver de nombreuses sculptures ou poteries datant du 9e siècle, avec des apports de l'Est de l'Afrique, du monde arabe et même de l'Asie. Si façonner des œuvres comme celle-ci, par exemple,
qui est de Conflits, justement. Ça fait partie de la culture mahoraise, qu'elle soit esthétique ou pour une utilisation quotidienne. Les arts anciens se perdent aujourd'hui. Comment façonner des œuvres à la manière des anciens? En quoi cette préservation est-elle essentielle? Reportage d'Anna Bellissance et Sylvain Ducasse. La main de l'artisan ne s'arrête jamais de façonner les différentes matières généreusement offertes par la nature mahoraise. Au marché de Coconi, Mouhamadi Bakari est toujours au rendez-vous pour exposer ses œuvres. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu où beaucoup viennent, comme c'est un marché agricole à la base, les artisans en profitent aussi pour venir montrer aussi leur savoir-faire. Ah oui, il y en a tout plein là. Bon, là, on voit surtout du tressage, hein, mais je sais qu'il fait beaucoup de sculptures aussi. On arrive de métropole, on ne voit pas forcément tout ça, parce qu'on est un peu dans nos cocons, nous les Mzungu, comme on nous appelle. Et heureusement qu'il y a des gens comme ça qui sont là pour nous dire non, mais Mayotte, c'est autre chose. Pour réaliser ces figures d'inspiration totémique, Mouhamadi Bakari taille et assemble ces matériaux naturels à l'aide d'instruments anciens. C'est bien travaillé en plus. C'est de la culture mahoraise, bien sûr, mais je pense qu'il y en a de moins en moins. Donc c'est important de le retrouver. Le nom d'artiste de Mouhamadi Bakari a germé alors qu'il était encore au collège. Conflit, car son art incarne un combat, celui de la préservation de la culture mahoraise. Étant jeune, on apprenait en petits groupes, pas les plus anciens. Et puis après, j'ai appris d'autres choses à travers les voyages, les rencontres d'ici et d'ailleurs. Voilà. Les apprentissages d'ici et d'ailleurs. Lorsqu'il sculpte, tresse, imagine, Conflit revendique son africanité. Et sa démarche est assurément ouverte sur le monde. C'est chez lui, dans son champ, dans cette nature luxuriante, que l'artiste trouve l'inspiration. On est dans les hauteurs de Ajangwa, c'est dans le centre de l'île. Ce sera ici je vais petit à petit m'installer, parce que c'est tranquille, il n'y a pas trop... Le seul qui fait du bruit ici, c'est moi. On va faire 3 cuillères d'utilisation moyenne à la maison. Conflit trouve sa matière première dans la nature. Alors, pour la remercier de ce don, le sculpteur accomplit toujours un rituel important avant de partir, replanter, pour assurer l'avenir de son art. Ici, Conflit a tout façonné de ses mains, de son atelier à ses outils. Pidja, c'est la forme de chombo qui sert à couper et creuser. Dans la famille, c'est le grand-père qui fabriquait ses propres outils. Mais en discutant avec mon père, je dis oui, ton papy, lui, faisait tous ses affaires, tout seul. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Je dis, alors si lui, il savait le faire, je pense que je sais le faire aussi. C'est pour ça que je me suis mis aussi. Ses créations ont connu leur premier succès alors qu'il était encore adolescent. J'ai commencé à faire sculpter des petites femmes enceintes avec des petits bois. Et puis après, puis que les profs... vas-y, passer des commandes. Et puis aussi, il y a le voisinage. C'est joli ce que tu fais, les copains, c'est joli ce que tu fais. Et puis, ça encourage. De jeune autodidacte, Conflit est devenu, après des années de pratique, sculpteur professionnel. Créer avec des matériaux naturels, cela permet à l'artiste de se relier à la terre, celle de ses ancêtres. C'est pendant son sommeil qu'il reçoit leur aide précieuse. Pour tout ce qui est masque, je reçois les images le soir, puis après, je dois les réaliser. Je laisse mes pensées justement dans le sommeil. Comme ça, je reçois les images et là, je suis en train d'exécuter tout simplement. Façonner, c'est entrer dans un état de concentration intense pour Conflit. En fait, on est tellement concentré, on est ailleurs. Je ne suis plus avec vous, là. C'est presque en transe. Ces outils, ces œuvres qu'il façonne sont un trésor en voie de disparition sur l'île. Mayotte s'ouvre aux cultures du monde, parfois au détriment de la préservation de son patrimoine. On voit quelque chose qui se passe ailleurs, on a tout de suite envie de le reproduire ici. Ok, mais qu'est-ce qui reste de ce qui a été fait jusque-là? Maintenant, on essaie de voir ce qui a été fait et perpétuer, justement, essayer d'attiser ce feu qui veut s'éteindre. Et il ne va pas s'éteindre parce qu'on est là. Pour ne pas éteindre cette flamme, ce matin-là, Conflit reçoit 3 générations. Ça, c'est pour papy.
Elles ont été rassemblées par l'association Liloni pour apprendre, comprendre, se souvenir. Au moins, une manière d'assurer la suite. Tu vois. Si l'artiste façonne ses œuvres dans le bois, il utilise aussi les feuilles de cocotier pour le tressage, un pilier de la culture mahoraise. Il y a 2 noms pour spécifier le mbaga, donc c'est celui qui va aller sur le toit, et marouri, c'est ce qui va se mettre autour de la cour, donc pour protéger la maison. Moudatirou est revenu sur son île natale après plusieurs années passées en métropole. Partir lui a permis de mesurer la valeur de ses savoir-faire ancestraux et de s'y investir. Et quand je suis revenue, pour moi c'était tout à fait logique d'intégrer l'association pour avoir un savoir-faire. Pour ce qui est de nos parents et de nos grands-parents, il y a toujours cet accessoire-là qui est très utilisé, qui est très présent, parce que ça reste notre identité. Avant, nos maisons étaient faites avec les feuilles de cocotier. Voilà. Devenue présidente par intérim de l'association Liloni, la jeune femme de 24 ans tente de reconnecter la nouvelle génération à ce patrimoine en danger. Oui, j'ai des camarades qui ne savent pas faire des tressages de feuilles de cocotier, et qui ne savent pas faire le chiwirwir, parce que c'est des jeux anciens qu'on utilisait avant, qui ne se font plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a je sais pas si ça s'appelle le spinner, où on tourne, alors qu'avant, on pouvait faire ça avec des feuilles de cocotier et avec le vent. Pour nous, c'est un moyen de les intéresser, mais aussi de sauvegarder ces techniques et ces activités-là. Regarde. Boucha regarde bien. Conflit, le passeur de mémoire, accompagné par les militants d'associations comme Liloni, façonne à sa manière l'avenir de Mayotte, en assurant la transmission de ses trésors du passé. Et nous restons à Mayotte, mais cette fois, nous allons du côté de Sada, à la rencontre de notre invité, Insadun Gizijou. Vous êtes historien, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, façonner les œuvres d'art en général, cela fait-il partie intégrante de la culture mahoraise? Bonjour, oui, tout à fait. Dire que façonner des objets fait partie de la culture mahoraise, c'est pas interdit. On est dans un contexte d'une société musulmane, mais Mayotte n'a pas toujours été musulmane. Donc les peuples qui sont arrivés à Mayotte au Moyen-Âge ont aussi apporté leur manière de voir le monde à travers l'art. Et Conflit est un exemple de ces artistes-là qui connectent notre Mayotte actuelle au monde passé, et leur héritage est encore présent dans nos mémoires, mais aussi dans nos mains, dans la manière de faire les choses. Et alors, on comprend que voilà, Mayotte n'a pas toujours été musulmane, donc on a pu façonner des œuvres avant. Est-ce qu'en tant que musulman, on n'a pas le droit de façonner des œuvres ? Il y a tout un débat sur la question de façonner, de créer des œuvres d'art. Il y a une école qui dit qu'il y a des choses qui sont proscrites, et une autre qui dit que on est dans le domaine de l'art, de l'esthétique, et que l'esthétique ne va pas à l'encontre des valeurs musulmanes. Ici, on a pris le parti de dire que cette esthétique ne va pas à l'encontre de la religion musulmane et de notre foi. Et on a une société mahoraise qui est aussi investie dans l'art. Donc l'art, elle peut être dans le domaine du religieux, dans les bâtiments religieux, il y a de l'art. Dans les mosquées, il y a de l'art. La calligraphie, quand on calligraphie le nom de Dieu, le nom du prophète dans les mosquées, c'est de l'art. C'est pour rendre beaux les murs, pour signaler une présence divine et une présence prophétique. Mais aussi, c'est pour donner aux yeux à voir, ça ne soit pas des endroits tristes. Donc on a cet art-là. Et puis, il y a le processus de l'art africain qui va imprégner les héritages musulmans. Donc, par exemple, vous montrez une porte sculptée. C'est une porte. Les portes sculptées sont une tradition de l'Afrique de l'Est. On en retrouve à Zanzibar, on en retrouve à Mayotte, et qui rend compte de cet héritage de l'art Makou à Makondé, qui est intégré dans la manière de façonner et dans la manière de dire que, voilà, l'art, c'est aussi un élément de la société qui se diffuse dans une certaine élite. Quand on a, par exemple,
on est en présence d'une porte sculptée, c'est un discours qu'on donne à voir sur la rue. C'est un discours pour dire que la famille qui habite cette maison où la porte est sculptée, c'est pas n'importe quelle famille. Ou dans les bâtiments publics. Dans les bâtiments publics, vous avez des portes aussi qui sont sculptées pour signaler l'importance du bâtiment. Et est-ce que, par rapport à ce que vous avez dit, ça veut dire qu'un musulman qui possède un talent doit le faire fructifier? Il doit le faire fructifier parce que c'est un talent qui lui a été donné. Donc, renoncer à s'exprimer par le talent qui lui est donné, est-ce que ce n'est pas renoncer à avoir une manifestation du bien divin sur soi? Donc, bon, après, il y a un débat. On sait depuis très longtemps que certains artistes étaient bloqués sur le fait que on dit dans la société mahoraise que créer quelque chose, c'est être amené demain, dans le jour de la résurrection, à lui mettre une âme. Donc beaucoup de personnes à Mayotte se sont un peu freinées dans l'art, alors qu'on sait que certaines choses sont encore possibles à exprimer dans l'art, dans la société musulmane. Par exemple, le fait de créer un objet qui puisse être utile pédagogiquement, même si c'est un dessin, est-ce que c'est proscrit ou pas? Donc on va opter sur l'option la transmission de la connaissance. C'est un élément positif. Donc dans ce cas-là, l'art est autorisé. En revanche, il y a un art qui fait unanimité chez nous, et c'est l'art africain en lui-même, c'est-à-dire on a vu le cas de conflit qui réalise des masques. Et ces masques-là sont en connectivité avec les religions des anciens Mahorais africains. Donc, dans le processus de l'unicité de Dieu, dans l'islam, on rejette tous les éléments qui vont être en concurrence avec le Dieu unique. Et ça a été le cas dans la péninsule arabique. On a détruit les statues du temps d'Abraham, du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les savants sont à peu près d'accord sur le fait que créer des statues pour les adorer, c'est proscrit. En revanche, ici, il y a un ferment qui est ancien. Donc, voir aujourd'hui une résurrection de ces ferments, c'est aussi le fait qu'il y a de plus en plus de Mahorais qui assument leur connectivité avec l'Afrique. Donc, c'est un art revendicatif, comme le fait Conflit. Est-ce que vous pensez qu'au lendemain de Chido, la création artistique à Mayotte, elle va changer? Elle va changer parce que déjà, l'exemple du cocotier, on n'a plus de cocotier en réalité. Ce qui reste debout va être mangé par les insectes parce qu'il va pourrir sur place parce qu'il n'est plus en état de pouvoir se reproduire. Donc, il va falloir prendre en compte dans la reconstruction de Mayotte de l'après-Chido le fait que notre parc de cocotiers, il n'y en a plus et qu'il va falloir très vite replanter des cocotiers, pas n'importe quelle espèce, se fier aux expériences qui se déroulent dans le monde pour qu'on puisse très vite nous reconnecter à cette nature. Merci beaucoup Insa pour votre éclairage, c'était absolument passionnant. Je rappelle donc que vous êtes historien et on était ensemble donc depuis Mayotte à Sada. Alors Aurélie, après Mayotte, on va où? On va chez moi. Exactement. À La Réunion. C'est bien, vous suivez à Saint-Denis de la Réunion où nous avons rencontré un artiste peintre. Tout à fait, cet artiste, regardez, c'est Idriss. Alors, il est peintre aujourd'hui, mais c'est un titre qu'il s'est autorisé à porter sur le tard. Il peint beaucoup au couteau et travaille à la peinture à l'huile, et sa spiritualité est une ressource essentielle dans sa manière de façonner ses œuvres. Il est de confession musulmane. En quoi sa religion est-elle finalement une ressource essentielle pour lui et pour son art ? L'art islamique, globalement, c'est une source d'inspiration immense pour Idriss. La représentation des visages ou le figuratif, on le disait tout à l'heure dans l'interview, c'est peu présent dans l'islam. L'art islamique s'est donc développé dans la calligraphie ou dans la sculpture des formes géométriques qui font d'ailleurs la beauté des mosquées d'outre-mer, comme celle-ci, qui a été inspirée par Insa de la mosquée de Saint-Denis à La Réunion. En quoi notre relation au divin est-elle un atout pour façonner des œuvres d'art? Reportage d'Alexandre Timard.
L'envie de la peinture remonte à ma formation de professeur des écoles à l'école normale. Donc j'ai beaucoup de plaisir à participer aux cours d'art plastique et c'est là que j'expérimente la couleur. Puis je continue un peu et très rapidement, je laisse tout ça tomber pour me consacrer à ma vie professionnelle, à ma vie familiale. C'est à la quarantaine que je rencontre Bruno Lajoigny dans son atelier au centre-ville de Saint-Denis. C'est un artiste peintre très connu à La Réunion. Il m'a appris à me libérer, à sortir de la contrainte qu'on a souvent quand on apprend et à laisser libre cours à son imagination. Dans la calligraphie, dans la mosaïque, dans l'architecture musulmane, il y a beaucoup de sources d'inspiration. Et je dirais même que le plus important, c'est le Coran lui-même, qui est en soi une œuvre d'art. Donc après la période de Bruno Lajoigny, je me suis mis à peindre dans un cadre complètement personnel, intime, réservé aux amis et à la famille proche, jusqu'au moment où mon fils me fixe un challenge. Je me souviens t'avoir dit que tes œuvres étaient magnifiques et qu'il fallait maintenant s'ouvrir à un public plus large et avoir un regard critique au-delà de la famille. Après cet encouragement de Moustapha, je me suis mis vraiment à préparer un projet. Donc il y a une première exposition à la maison du notariat d'océan Indien à Saint-Denis. Là, on est dans mon atelier de peinture, qui est un espace très personnel chez moi. Et c'est ici que je façonne mes œuvres. Je peins de manière très abstraite, parce que je considère que l'abstraction, c'est ce qui permet en fait à celui qui regarde le tableau d'explorer sa propre intériorité. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir partager en fait ces émotions, cette recherche de la lumière avec les personnes qui vont regarder l'œuvre. Parce que c'est quelque chose de central dans la spiritualité musulmane. La lumière, c'est le nour, c'est ce qui éclaire en fait la vie du musulman. Et c'est cette recherche de lumière qui fait le lien en fait entre ma spiritualité et l'acte artistique. Et c'est Dieu en fait qui nous accompagne dans cette création. Pour l'avenir, je souhaite un partage plus grand, plus important, et peut-être une exposition dans un lieu public. Alors, cette exposition pourrait intégrer à la fois des tableaux qui ont marqué la décennie qui vient de s'écouler, mais aussi présenter des œuvres originales qui seraient montées pour la première fois. Ce partage est très important pour moi parce qu'il permet d'offrir au public ce qui vient du plus profond de moi-même et offre une occasion de joie, de bonheur, de plénitude, voire de sérénité. Aurélie, dans la chronique cette semaine, vous nous parlez des artisans dans la Bible. Tout à fait, Muriel. Alors, lorsqu'on pense à un artisan, on pense tout de suite à quelqu'un qui façonne un objet, une œuvre. Eh bien, le premier artisan de la Bible, c'est Dieu lui-même. Dans la Genèse, Dieu crée à partir de la terre. Regardez, comme le potier. Adam, d'ailleurs, en hébreu, c'est Adama, qui veut dire la terre. Ah, ok. Et alors, nous avons donc été façonnés, mais est-ce que nous-mêmes, nous arrivons à façonner des œuvres à notre tour? Oui, tout à fait, car Dieu donne à l'homme... on essaie, car Dieu donne à l'homme ce pouvoir. Il veut qu'on soit créateur à sa suite et nous fait ainsi entrer dans le mouvement de la création. On le voit notamment dans l'Exode. Dieu dit à Moïse, regardez, Muriel, je vous laisse lire. C'est moi qui donne la sagesse à tout artisan habile pour qu'il fasse tout ce que je t'ai ordonné. Voilà, lorsque Dieu demande à Moïse de créer un lieu de rencontre avec Dieu pour le peuple hébreu, après des années passées dans le désert, il dit, en parlant de Betsaléel, « Je les remplis de l'Esprit de Dieu pour qu'ils possèdent la sagesse, l'intelligence et le savoir-faire pour toutes sortes de travaux. » Et y a-t-il d'autres artisans dans la Bible? Oui, Muriel, regardez ça.
Saint Joseph, lui-même. Même s'il est un peu vieux sur cette photo-là. Bon, il était sûrement un peu plus beau. Je suis d'accord avec Donc Joseph, c'est l'époux de Marie, il est charpentier. On dit aussi que Jésus lui-même a appris le métier de charpentier, un symbole fort car l'artisanat est perçu comme quelque chose d'utile, où chacun se confronte au réel. Dieu crée aussi par le Fils de Dieu. Comme Dieu, il a participé à la création et comme homme, il apprend un métier où il façonne des objets. Et y a-t-il des exemples d'œuvres façonnées dans la Bible? Il y en a plusieurs. On peut notamment parler de l'Arche d'Alliance qui va contenir les tables de la loi reçues par Moïse sur le mont Sinaï. Lorsque Dieu demande de façonner ce coffret, il donne un mode d'emploi millimétré. Regardez ici, sur cette œuvre où on voit les Hébreux qui ramènent l'arche à Jérusalem, on retrouve bien les chérubins ailés au sommet, l'arche en bois d'acacia de 2 coudées et demie de long sur 1 coudée et demie de large. Ah oui, très précis. Ah oui, c'est précis. Tout à fait, mais si Dieu guide la main de l'artisan, finalement, c'est toujours l'artisan lui-même qui doit créer l'objet. Pour l'Arche d'Alliance, c'est l'homme qui est artisan de son lien à Dieu, donc de son salut. En résumé, Dieu a donné à l'homme la capacité de façonner des œuvres et s'il l'accompagne dans la création, en lui laissant le soin de créer, il reconnaît la capacité de l'homme à faire quelque chose pour aller au-delà de sa condition et participer à son propre salut, puisque par Jésus, le salut est bien arrivé par un homme. Merci Aurélie. Façonner comme ces artistes qui partagent leur expérience sur le site d'Outre-mer, la première grâce à ce podcast, La vraie vie des artistes d'Outre-mer. Donc partagez et voyez un peu le monde à travers les yeux d'un chanteur lyrique, de comédien ou encore de danseurs. Et puis, on l'a vu en vedette lors de la réouverture de Notre-Dame de Paris, le styliste Jean-Charles de Castelbajac est l'invité du Jour du Seigneur, connu pour ses créations audacieuses et son usage des couleurs primaires. Il partage donc son parcours et l'influence de sa foi dans son œuvre et sa vision de la vie. Une émission donc à retrouver sur Internet. Et vous allez pouvoir retrouver cette émission et bien d'autres sur notre site internet avec des contenus sélectionnés par la rédaction, dont certains complètement inédits. Vous ne les avez jamais vus, alors rendez-vous là-bas et sur les réseaux sociaux de Tous Frères. Dites-nous tout, Aurélie. Façonner des œuvres d'art, ça vous est arrivé? Alors, moi, j'aimais beaucoup dessiner quand j'étais petite, mais je me rappelle surtout mon papa qui nous sculptait, par exemple, des petits dauphins dans le fruit d'un arbre qu'on appelle le bas noir. Il nous sculptait aussi des toupies dans les grains de litchi. Et puis, j'ai l'impression, avec cette émission-là aussi, qu'on voit que nous, on utilise beaucoup notre environnement, la nature, pour créer. C'est un moyen de nous exprimer aussi. Donc, c'est très beau. Et puis, ça permet, la preuve en est, qu'on peut garder beaucoup de bons souvenirs de tout ça. Exactement. Mais vous savez, dans façonner justement les œuvres d'art, moi, une fois, j'étais partie en voyage et ça m'avait fascinée de voir d'un simple bout de bois ce que des personnes pouvaient faire. Et voilà, j'étais tombée sous le charme de ce couple de danseurs dans un simple bout de bois. Eh bien, l'artiste avait sculpté ce couple de danseurs. On a vraiment l'impression qu'ils dansent. En plus, il y a cette espace de mouvement. Et voilà, ça m'a fascinée. Il est chez moi, tout à fait. Juste à l'entrée pour accueillir les visiteurs. C'est la preuve que nous sommes capables de beaucoup de choses en espérant que cela vous inspire. À bientôt.